Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où les outsiders s'installent en patron. Le Cameroun est éliminé, le Maroc également. Pour cette émission de débriefing, je suis accompagné de Patrick Sangwa. Vous connaissez très bien, c'est le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Burundi et de M. Etoga. Patrick Sangwa, bonsoir. Bonsoir. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici une fois de plus. Un outsider impressionne, 4 matchs, 4 victoires, c'est le Cap-Vert. Malgré ça, face à la Mauritanie, le Cap-Vert est passé au forceps. Une équipe tactiquement disciplinée et les Cap-Verdiens peuvent-ils aller au bout de cette compétition, M. Patrick Sangwa? Mon cher Guy, je pense que cette compétition nous réserve tellement de surprises qu'on n'est pas encore, je pense qu'on n'est pas encore à l'abri de prochaines surprises. Donc rien n'indique que le Cap-Vert n'arrivera pas au bout de ce tournoi. Est-ce que le jeu du Cap-Vert vous impressionne quand même? Le jeu de cette équipe m'impressionne, oui et non. Parce que c'est un petit peu le même football pour toutes les équipes qui n'étaient pas attendues à ce stade-ci. C'est que ce sont des équipes avec des joueurs tellement volontaires sur le terrain, très disciplinés tactiquement et à qui, quand on demande de faire une course défensive, ils sont prêts à le faire et aussi offensivement, ils arrivent toujours à se projeter vers l'avant. Donc, j'ai dit oui et non. De ces équipes qui sont là, qui n'étaient pas attendues. L'inattendu s'est produit, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Patrick Sangwa, pendant 60 minutes, nous avons assisté à une sorte de forme de match. Le Sénégal, après avoir marqué, a abandonné le ballon à l'adversaire, à la Côte d'Ivoire. On se croirait à l'entraînement, où on prépare la riposte de l'adversaire en fermant le jeu, en laissant le ballon à l'adversaire. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on était en face d'un entraînement, d'une forme de match établi en match réellement? C'est vrai qu'après après que Sergio Mané ait échappé à la carte rouge, on a senti une certaine fébrilité du côté sénégalais. Ils avaient l'impression d'accepter, de subir le jeu des Ivoiriens. Est-ce que c'était fait exprès? C'était une tactique de l'entraîneur? En tant qu'entraîneur, je dirais non, parce qu'il y a des faits de match des fois qui se déroulent, qui arrivent sur le terrain et qu'on n'arrive pas à gérer ou à inculquer aux joueurs pour dire n'acceptez pas que la Côte d'Ivoire prenne le dessus en possession de balle. Mais il est vrai que c'était vraiment impressionnant de voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire arrivait à garder le monopole du ballon, alors qu'entre nous, je dirais après avoir assisté aux 15 premières minutes, où j'ai vu une équipe sénégalaise très séduisante, et aussi des joueurs qui se situaient entre les lignes, la ligne défensive et la ligne médiane des Ivoiriens, à qui on arrivait à joindre facilement. Je me suis dit, la Côte d'Ivoire ne fera pas long feu, mais l'inattendu est arrivé. On a senti une équipe sénégalaise fébrile après cette action de Sergio Mané. Et malgré tout, le Sénégal restait toujours une équipe très dangereuse en contre. Parce qu'avec des joueurs comme Sergio Mané qui arrivent à accélérer le jeu à n'importe quel moment, ils n'ont pas su trouver des solutions et être encore beaucoup plus dangereux pour inscrire ce deuxième but libérateur. Mais la Côte d'Ivoire est impressionnée par sa possession de balle, que ce soit haute, que ce soit mi-haute, que ce soit en préparation dans leur camp. Est-ce que c'est le fait d'avoir deux nouveaux entraîneurs à la tête de cette équipe? Non, je pense que oui, on ne va pas enlever le mérite de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, comment l'équipe sénégalaise qui a accepté cette domination à la possession des Ivoiriens, c'est qui a facilité. Parce que n'oublions pas qu'en première mi-temps, il y a eu énormément de pertes de balles, des sangarés, des joueurs qui étaient moins que possession de balles.
différent en seconde mi-temps quand il a fait rentrer des joueurs comme Caissier, différent, mais en première mi-temps, avant les remplacements, j'ai trouvé tellement bizarre. Je me dis, cette possession de balle, c'est plutôt le résultat de l'équipe sénégalaise. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a été au-dessus. C'est plutôt le Sénégal qui n'était pas à son niveau pendant ce temps-là. Et qui a refusé de jouer. Qui a refusé de jouer, effectivement. Le Cameroun a souffert dans cette CAN un jeu pauvre en créativité, une possession de balles aléatoire, sans prise de risque, face au Nigeria qui, à contrario, a développé un jeu équilibré dans l'ensemble. Pourquoi cette équipe des Lions indomptables a-t-elle produit un jeu sans orientation tactique claire? Les deux, je dirais la situation des Lions indomptables et des éléphants était un petit peu similaire. Parce qu'avoir les compositions que les deux sélectionneurs mettaient en place, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire avec notamment le milieu à 3 où seul Fofana était capable d'inaction individuelle pour apporter un petit peu de la profondeur balle au pied. L'équipe camerounaise était un petit peu à l'image de cette équipe ivoirienne, à la différence qu'après le remplacement, le changement d'entraîneur à la Côte d'Ivoire, on a vu un garçon comme Seri qui s'est retrouvé titulaire et qui qualitativement, que ce soit en possession et en perte de balle, était tellement intéressant. Donc ce sont des équipes qui manquent un petit peu de magie dans leur milieu de terrain. Et ça fait que, comme la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit avant les remplacements, on sentait une équipe de Côte d'Ivoire dominatrice en possession de balle, mais qui n'arrivait pas à trouver la profondeur au bon moment. Donc c'est toujours cette problématique. Et je pense que si la Côte d'Ivoire ne va pas au bout de ce tournoi, ça sera spécialement dû à ce côté-là. Parce que ça manque un petit peu de ces joueurs créatifs qui peuvent apporter quelque chose de différent, un petit peu à l'image de Sergio Mané sur une action qui arrive à faire la différence et à donner la passe qu'il faut à son coéquipier pour marquer le premier but contre la Côte d'Ivoire. Donc je dirais pour le Cameroun, le milieu de terrain, moi j'ai eu la chance de croiser cette équipe camerounaise, ça manque un petit peu de créativité énorme au milieu du terrain. Ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de milieu de terrain créatif, comme en Côte d'Ivoire, mais si on n'avait pas vu Seri lors de ce match de huitième de finale, ben on aurait pensé que dans la sélection ivoirienne, il n'y avait pas de joueurs créateurs et qui étaient capables par moment d'apporter cette petite magie, même si Seri, ce n'est pas encore ce genre de joueur-là, mais on a senti qu'il a apporté un petit plus dans ce milieu de terrain. En fait, le Cameroun, pour l'instant, doit essayer de trouver des joueurs qui ont un sens créatif au milieu de terrain et apporter des ballons nécessaires aux attaquants. Et comment avez-vous trouvé cette équipe des Lions indomptables durant cette compétition? Cette équipe des Lions indomptables, moi je dirais un petit peu d'une manière générale, parce que cette équipe des Lions indomptables, c'est une équipe comparée aux équipes qui sont là actuellement, toujours en lice, en compétition. Je dirais que c'est une équipe bourrée de talent, énormément de qualité, même si à l'image des anciens Lions indomptables qui jouaient dans des grands clubs, ici on en a à Marseille, mais Marseille c'est pas une petite équipe, donc la qualité y est. Mais est-ce que la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'ils ont toujours cette mentalité, cette attitude d'un lion capable quand ils rentrent sur le terrain en se disant « nous, on va sur le terrain pour gagner un match ». Moi, je dirais que c'est l'image de toutes les grandes équipes, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, pendant la phase des poules. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a pris 4 buts? Parce qu'ils se sont crus un peu trop beaux, que c'est qu'ils n'étaient. Donc, ils sont surpris par moments, par l'intensité mise par ces petites équipes-là qui viennent, qui n'ont rien à perdre et qui mettent toutes leurs capacités, tous leurs moyens en œuvre pour passer au-dessus. Donc l'équipe camerounaise, je pense que c'est tout d'abord au niveau mentalité, au niveau attitude, l'envie de pouvoir défendre cette vareuse de la nation et puis le reste, comme on dit, hein, quand on voit
des petites équipes, ils n'ont pas de milieu créateur comme on en parle ici, et ils arrivent à gagner leur match. Hein. Donc je pense que tout passe par la mentalité d'abord. J'ai été surpris par la lenteur de transmission des balles de l'ensemble de l'équipe camerounaise lors de cette compétition. Pendant les 3 matchs, on a vu une équipe qui n'arrivait pas à transmettre le ballon avec beaucoup de vivacité et de tonicité. Et ça peut être dû à quoi? Mais tout est toujours à l'image de ces joueurs-là qui viennent en Afrique. Moi, je me rappelle à l'époque, le grand Cameroun, hein, à l'époque, quand on les appelait les vrais lions. Je pense qu'à chaque fois qu'ils rentraient sur un terrain, eux, ils savaient bien que le match n'était pas gagné à l'avance. Et ici, on a l'impression, quand on sent ce côté-là, cette lenteur dans la circulation de balles, dans la transmission, c'est un petit peu un excès de confiance. Parce qu'on l'a senti un petit peu du côté ivoirien dans les matchs de poule, cette lenteur-là où ils pensaient que tout allait tout seul et puis tout d'un coup, ils sont surpris. Le problème, je ne dirais pas, le problème, c'est pas totalement les joueurs, je dis, le problème, c'est au staff et à nos fédérations, tout d'abord, pour pouvoir inculquer cette mentalité-là, de se dire, ben, on joue pour une équipe nationale, on doit défendre le pays et non pas pour jouer pour sa propre personnalité, parce que la Côte d'Ivoire qui a joué contre le Sénégal, c'est pas la même équipe qui jouait en phase des poules. Hein. On a senti une certaine différence, une certaine rigueur. Et ça, c'est parce qu'ils ont ramassé un vrai coup sur la tête qui les a un petit peu secoués et que le changement d'entraîneur, on peut tout dire, oui, il a fait des choix forts, mais l'attitude déjà sur le terrain était différente par rapport au match de poule. Les outsiders en patron dictent les nouvelles règles de jeu. Un jeu collectif, physique et technique et tactique, à l'instar de la RDC qui est venue à bout de l'Égypte. Patrick Sangwa, les générations changent. Le palmarès est-il encore un gage de victoire? Comment avez-vous trouvé ou évalué le jeu de la RDC? Trouvé ou évalué le jeu de la RDC? Ben, la RDC, comme vous venez de le dire, c'est une équipe qui a été très volontaire face aux Égyptiens. On les avait vus pareil face aux Marocains. Donc c'est ce côté-là qui permet, parce que c'est une équipe qui n'a toujours pas gagné de match. L'adage que les Italiens utilisaient dans les années 80, des années 90, en disant, en défendant bien, on arrive à gagner. Donc ça se confirme encore avec des équipes comme la RDC qui défend super bien organisée, et chacun fait son boulot défensif. Par contre, offensivement, on sent toujours que c'est une équipe, malgré la qualité des ailiers dont Wissa, qui sont capables d'éliminer un joueur en 1 contre 1 et faire la différence, on sent quand même que c'est une équipe toujours résistante offensivement. Et si le bas blesse, c'est au niveau offensif de cette équipe congolaise, mais malgré ça, c'est une équipe très costaud, défensivement et dans son organisation, dans l'ensemble défensivement, mais par contre offensivement et dans la... Vous avez passé plus d'1 semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la CAN, justement. Comment avez-vous évalué cette compétition et l'ensemble des joueurs que vous avez eu le temps d'observer? La compétition, d'abord, je partirai tout d'abord au niveau de l'organisation, parce qu'il faut l'avouer, super organisation, mais il y a toujours des points positifs, des points négatifs à relever. Sur l'organisation, moi, je noterai seulement, parce que, vous savez, en Afrique, par moment, on confond, quand un mot est dit, on prend totalement à l'extrême. Je dirais que c'est au niveau sécurité, parce que sécurité, ils ont confondu sécurité présidentielle, comme on dit chez nous en Afrique. Parce que quand un président passe, il faut tout arrêter, rien ne doit plus bouger. Et on l'a senti un petit peu pour cette CAN où les parkings de voitures étaient à plus de 4 km de marche du stade. Et il fallait se déplacer jusque-là pour arriver au stade. Donc ça, c'est vraiment un point négatif sur cette organisation-là. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on peut être fier de notre continent. De l'autre côté, au niveau footballistique, comme je le dis, les joueurs de qualité, on a senti des joueurs un peu trop confiants de leur qualité. Et
pour en revenir à ça, à l'interview de Sergio Mané après la défaite, il dit qu'il n'aurait jamais pensé perdre ce match-là. Il était tellement confiant avant le match. Et ça, c'est un petit peu un point négatif pour ce genre de joueurs qui arrivent en Afrique en pensant que, ben voilà, je suis fort ici en Europe et que je vais arriver à la CAN, je vais exploser tout. Ce qui n'est pas le cas. On se rend compte que le meilleur buteur du tournoi jusqu'à l'heure actuelle, ce n'est qu'un garçon qui joue dans les secondes divisions ici en Europe, qui n'est connu de personne. Donc ça prouve réellement que le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir aussi cette envie-là. Mais dans l'ensemble, je dirais, j'ai découvert une compétition, moi c'était personnellement ma première fois, je pense que je retournerai encore plusieurs fois. C'est un tournoi qui démontre petit à petit que l'organisation tactique, l'organisation défensive sur le terrain prend l'ascendant en Afrique. Et c'est dommage que les grosses équipes n'ont pas cette discipline. Comme je le disais la dernière fois quand j'étais ici, le Maroc est arrivé en demi-finale. On se posait la question si c'était par hasard ou si c'était vraiment... J'avais dit pour moi c'était les deux. C'était une partie le hasard, mais de l'autre côté, il y avait le travail du sélectionneur qui avait su détecter le point faible de cette équipe-là dans cette compétition en disant qu'il n'avait pas les qualités de rivaliser face aux équipes en face. Mais ici, à la Coupe d'Afrique, en sachant bien qu'il était au-dessus, ben on se rend compte que le juste milieu n'a pas été trouvé à la motivation des joueurs. À la Coupe du Monde, ça a marché, mais ici, à la Coupe d'Afrique, ça n'a pas marché. Donc, comment faire pour trouver le juste milieu? Et je pense que ça, c'est le gros boulot de nos pays africains, même si ça n'enlève à rien les qualités de certains sélectionneurs africains qui font de boulot incroyable malgré les éliminations précoces dans ce tournoi-ci. Mais il faut trouver ce juste milieu-là, la motivation des joueurs qui se donnent à 200% pour leur nation. La dernière fois, lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé du niveau de jeu du football africain, où était passé le talent du football africain. Lors de cette CAN, pendant cette CAN, on découvre que le niveau est tellement élevé que l'on se demande est-ce que ce sont des joueurs formés sur le territoire africain ou ce sont des joueurs formés en Europe. Constat est fait, 70 à 80% des joueurs sont des joueurs qui sont formés en Europe. Comment pourrez-vous apporter ce transfert de compétences-là du côté de l'Afrique? Ici, la majorité des joueurs ont été formés ici en Europe et on sent que la qualité du tournoi évolue. Mais de l'autre côté, il y a l'intensité qui est mise dans ce tournoi-là. L'intensité, ce n'est pas ces joueurs qui évoluent ici, parce qu'on prend l'exemple de l'Angola. Moi, je prends encore l'exemple d'une équipe mauritanienne contre l'Algérie, où on a senti une intensité incroyable du début jusqu'à la fin, où la majorité des joueurs évoluent en Afrique. Mais il est vrai que sur le continent, à part peut-être le Sénégal, où certains des joueurs ont été formés dans les académies au Sénégal, mais beaucoup, c'est des joueurs qui sont nés ici, qui ont été formés ici, qui ont tout vécu ici en Europe et qui repartent pour jouer pour le continent mer. Mais comment transmettre ça? Moi, je reviens encore, c'est toujours sur ce côté-là de la formation en Afrique. En copiant ce qui se passe ici, je pense qu'on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas le même. Donc, pour pouvoir sortir un joueur, il faut arriver au niveau matériel, au niveau infrastructure, au niveau européen, en appliquant les mêmes méthodes. Mais les méthodes qui étaient appliquées avant en Afrique, je pense que le continent africain est en train d'oublier ce genre de méthodes. Et effectivement, j'ai été super content d'avoir eu une discussion avec Shabani Nonda sur ce point-là. Il m'a bien confirmé que mes idées que j'avais, et ce sont les idées qu'il avait aussi et qu'il en avait parlé avec un certain McFish avec qui ils avaient évolué ensemble en Afrique d'ici. Donc il dit en effet la formation en Afrique, il faudra la revoir et pas copier totalement la formation occidentale. Les joueurs africains sont athlétiques, ils peuvent être techniques, mais lors de ce tournoi, ce qui fait souvent rêver, ce sont ces ailiers des débordements aux gestes magiques. On n'en trouve plus. Ces ailiers des débordements, effectivement, on n'en trouve plus presque dans le monde
le monde footballistique d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on parlait la dernière fois, c'est ces joueurs avec une certaine, avec de la magie dans leurs pieds, les JJ Okocha, Finidi, si je ne peux que citer ce deux-là, ben, ce genre de joueurs, on n'en trouve plus. Et c'est là où j'en reviens à la formation africaine de base, qui était basée, c'est un petit peu le football de rue où chacun avait cette liberté de pouvoir dribbler, de pouvoir oser, de pouvoir faire ce qu'il voulait. Et j'en ai parlé avec Chabani Nonda quand il me dit, oui, mais j'ai dit, la formation occidentale, je te donne la passe, tu dois contrôler comme ça, tu dois faire ça comme ça. J'ai dit, est-ce que toi, de toute ta formation, qui t'a appris à contrôler le ballon? Il me dit, personne. J'ai dit, et ta manière de contrôler le ballon n'est pas la même que Roger Mila? Il me dit, oui. Et donc, on revient au point du départ de la formation africaine, où l'instinct passait avant tout. Donc, j'en reviens encore dans les plus bas âges. Je pense qu'il faut laisser cette jeunesse africaine développer encore ce côté instinctif. Et ici, à la Coupe d'Afrique, on se rend compte qu'à part quelques ailiers, moi j'ai regardé par exemple dans l'équipe nationale camerounaise, dans l'équipe nationale ivoirienne, ici sénégalaise, ok, on a Sergio Mané qui est capable d'éliminer, de partir, de faire un petit peu la différence. Et sénégalaise, là on retrouve encore, mais les autres, l'équipe nationale ivoirienne, il y a un ailier, je crois c'est Diakité, qui a tenté, qui a fait ceci, mais il n'est jamais passé. Et on n'a pas senti cette magie de ces anciens ailiers qui faisaient tellement la différence, le bonheur du football africain. Et donc, on en revient à cette formation-là. Et si maintenant la majorité des joueurs évoluent ici en Europe, on se rend compte que des ailiers comme ça, c'est toujours des générations, c'est toujours des cas rares. Ça vient une année, et puis après 5 ans, on n'en trouve plus, et puis ça arrive encore. Comme ici en Belgique, on a Eden Hazard, ben, comment est-ce qu'on trouvera encore un autre Eden Hazard? À mon avis, on attendra un petit peu 10 à 15 ans pour en avoir encore un. Mais en Afrique, ce n'était pas comme ça. Chaque génération, je pense, dans les Lions Indoptables, il y avait toujours ce genre de joueurs. Dans chaque génération. Mais maintenant, c'est de moins en moins. J'ai vu l'équipe camerounaise contre le Burundi, à part Mbouemo, qui était capable par moment de faire la différence. Mais sinon, on ne sent pas ce côté-là provocatrice de ce genre d'ailiers, comme tu en as parlé ici, qui font la différence. La Coupe d'Afrique se jouera avec un quart de finale sans équipe maghrébine. Et comment trouver, est-ce que vous pensez que le Congo ou l'Afrique du Sud, les petits poussés pourraient sortir de ces quarts de finale? Je pense que oui, parce que cette Coupe d'Afrique nous donne une certaine leçon, pour dire, même pour les grandes nations, c'est dire que pour aller plus loin, il faut de l'organisation. Sans organisation, on n'arrive nulle part. Et ici, on a senti, si on regarde la majorité des équipes qui sont là, ce sont des équipes tellement bien organisées, défensivement d'abord, et puis offensivement qui sortent au bon moment, avec le ballon, qui savent aller chercher la profondeur au bon moment. Alors que les grandes équipes, ce sont des équipes qui se disent à tout moment, ben, on a les qualités comme le Maroc, ici contre l'Afrique du Sud, ils se disaient, ben, non, on a des qualités, on va pouvoir marquer, mais ces petites équipes-là, avec l'organisation, je pense qu'on n'est pas encore à l'abri des surprises, même si je pense que les grandes équipes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, même si ce n'est pas encore le Nigeria datant, mais je pense que la Côte d'Ivoire s'est réveillée et qui pourrait quand même inquiéter pas mal de monde. Votre pronostic pour la finale qui pourra gagner cette Coupe d'Afrique? À l'heure actuelle, je dirais l'équipe qui m'impressionne le plus, c'est le Nigeria. Par son organisation et aussi avec des attaquants très rapides, qui font un boulot incroyable défensivement et qui marquent très facilement. Et donc, en marquant très facilement avec une bonne organisation, ben, on arrive toujours à aller au bout parce qu'on a vu cette équipe face à la Côte d'Ivoire. Ils ont marqué un but et puis plus rien n'est passé. On les a vus encore face au Cameroun, pareil. Donc, ça démontre une certaine solidité défensive, ben, sans oublier les Sud-Africains avec Hugo Bros. On sent une certaine rigueur tactique qui est mise en place, une équipe qui défend super bien,
avec beaucoup d'impact physique. Et donc, c'est une équipe aussi qui me fait quand même peur, qui je penserais qu'elle est aussi capable d'aller au bout. Confrontation directe entre les sélectionneurs européens et les sélectionneurs africains. Tactiquement et techniquement, les équipes sont parfois très bien disciplinées et certains sélectionneurs européens ont été éliminés par des sélectionneurs africains. Patrick Sangwa, est-ce que c'est une évolution du côté de l'Afrique? Je dirais oui, c'est une évolution, mais de l'autre côté, il faudrait bien que nos fédérations se rendent compte, puissent tirer des leçons de cette Coupe d'Afrique, parce qu'on se rend compte que ces sélectionneurs, ces anciens joueurs africains, ou ces Africains qui ont fait qui ont appris le métier d'entraîneur ici en Occident, ne sont pas moins que les Occidentaux qui vont postuler en Afrique. Donc, ce qui prouve réellement que le plus important, comme je le disais la dernière fois, c'est tout d'abord le projet et puis trouver la bonne personne pour accompagner ce projet-là. Et là, je pense qu'il est grand temps que l'Afrique se réveille. Il ne faut pas fermer totalement la porte aux sélectionneurs occidentaux, parce qu'on voit qu'Hugo Bross fait du très bon boulot. Je vois aussi le sélectionneur congolais qui fait du très bon boulot. Donc, mais quand je vois la Côte d'Ivoire avec le sélectionneur, moi je les avais déjà croisés en novembre 2022, je crois, avec le Burundi, j'avais senti une certaine fébrilité, mais si nos fédérations ne se rendent pas compte de ce genre de situation, c'est que c'est grave. Et alors que la CAN actuelle démontre réellement que voilà, il y a pas mal de monde, des Africains qui ont appris le métier et qui sont capables de diriger des équipes aussi merveilleusement que les Occidentaux. Fin de cette première partie de débriefing avec M. Patrick Sangwa. Pour la deuxième partie, j'accueille M. Etoga. Etoga, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, au niveau communicationnel, a atteint des sommets. C'est une Coupe d'Afrique qui, par rapport aux autres, la communication est bien menée. Oh, oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire a mis le paquet avec l'ensemble de ses partenaires. Et dont les partenaires disent, ici on va signaler ici votre... bien envie de dire votre concurrent, même si ce n'est pas le même calibre, parlant de Canal Plus Sport qui a dédié véritablement toute une plateforme dédiée uniquement à la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler ici de Canal Plus Cannes. Et ils ont créé une page Facebook et la diffusion des images et j'en passe. Au-delà de ça, vous avez des équipes nationales qui ont aussi mis en jeu les différents influenceurs, encadrés ici par le COCAN, qui montrent qu'ils s'investissent véritablement pour vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Et c'est ici que, de mon point de vue, et comme vous le relevez si bien, que la Côte d'Ivoire a mis le paquet pour que cette Coupe d'Afrique des Nations, d'un point de vue communicationnel, soit inédit et soit mémorable, dans la mesure où, au thème de cette Coupe d'Afrique des Nations, on se rappellera encore et encore que ça a été, n'est-ce pas, véritablement, d'un point de vue communicationnel, bien mené, dans la mesure où elle va, d'un point de vue audience, elle va dépasser ce qui s'est fait au Cameroun. Et le point le plus dommageable, si je puis le dire ainsi, c'est la décolonisation qui doit aller avec. Mais quand on regarde ici la production du signal qui est faite au niveau de l'Occident, on est en régression dans l'affirmation de l'identité africaine, dans l'affirmation de l'indépendance africaine à ce niveau-là. On est tout simplement en régression. Quand on se rappelle que le Cameroun a produit le signal et l'a mis à la disposition de l'ensemble des organismes audiovisuels qui aimeraient, n'est-ce pas, diffuser les différents matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, à la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que c'est un marché qui a été gagné précisément par un média français et dont on est dans la colonisation continuelle. Et si, comme vous avez parlé, n'est-ce pas, de cet aspect-là, on voit aussi que le banc de touche
ivoirien était dans cette continuité-là, mais sauf que le coup du sort a voulu que cette décolonisation s'affirme à ce niveau-là, et aujourd'hui elle est gérée par un Ivoirien. On aimerait que cette logique-là continue et s'irradie sur l'ensemble du pays, et que cette décolonisation continue. Sinon, on va continuer à importer les compétences sans toutefois les concrétiser sur le territoire, comme cela se fait au Cameroun, parlant de la CAN 2022 qui s'est jouée. Et qu'en Côte d'Ivoire est aussi géostratégique et géopolitique, l'équipe d'Afrique du Sud, les Brinks, on peut parler d'eux, est qualifiée pour les quarts de finale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le drapeau des Amazoniens qui a été utilisé à la place du drapeau du Cameroun sur une chaîne concurrente, TV5. Est-ce que ce n'est pas une provocation ou c'était prémédité ou C'est tout simplement prémédité. C'est prémédité dans la mesure où le Cameroun a 60 ans d'existence. On connaît les différentes évolutions de son drapeau. Et si le Cameroun a vu émerger un ensemble de citoyens qui sont éparpillés dans le monde et qui gèrent des institutions à l'instar de TV5, si on fait une petite recherche, on va tomber à l'évidence qu'il y a la journaliste Denise Epoté qui est là-bas et donc qui a la nationalité camerounaise, et dont elle est dirigeante de ce média-là. Vous n'allez pas me dire qu'elle est camerounaise, elle ignore ce que la constitution du drapeau camerounais. Non, les géopoliticiens ont l'habitude de dire que c'est à l'organisation d'une fête, comme celle de la CAN, que dans les think tanks, on organise les déstabilisations des pays. Et ici, on est véritablement dans une manifestation de déstabilisation de l'entité Cameroun, qui voit aujourd'hui son emblème national être changé, et ce qui nie sa souveraineté, parce que si on enlève le drapeau camerounais, moi je ne me ressens plus camerounais. L'appartenance au drapeau qui a été affiché est perdue. Et donc ici, on voit bien qu'il y a des officines qui travaillent pour mettre en mal l'unité du Cameroun, et c'est fort dommageable de voir que certains Camerounais, non pas pour dire que la dirigeante Denise Epoté du côté de TV5 travaille à cela, certains Camerounais qui travaillent à déstabiliser leur propre pays, et dont l'usage de ce fameux drapeau en basozo montre juste qu'il faut continuer à la vigilance et surveiller médiatiquement les faits et gestes des différents médias, qui plus est établis en France. Et cela montre à souhait que la France, est-ce qu'elle n'a pas un regard dans la déstabilisation du Cameroun? C'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on voit l'usage de ce drapeau-là à la place du véritable drapeau du Cameroun. Et donc, est-ce que c'est un apport, un soutien manifeste qu'il donne, n'est-ce pas, aux Amazoniens pour mieux vendre leur cause, ou alors est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de leur donner droit au chapitre dans cette canne-là, parce que le taux d'audience, il est énorme. On parle de 60 millions de personnes qui sont supposées avoir vu ce drapeau-là, et donc c'est une reconnaissance manifeste d'un point de vue médiatique de cet état imaginaire qui se veut matérialiser sur le terrain. Et donc, est-ce que TV5 accompagne la naissance de cet état-là à la division du Cameroun? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Mais à l'analyse froide, on peut conclure que TV5 travaille depuis avec les Amazoniens. Vous vous rappelez de ce reportage qu'ils ont eu à faire au début de la crise en 2017 dans l'OFIEF. TV5 s'invitait dans l'OFIEF de cet organisme terroriste, et donc avec les drapeaux hissés qui filmaient, tant que c'est l'armée camerounaise de voyous, parce qu'elle essayait de maintenir l'ordre dans ce territoire-là. Et donc
il est fort regrettable de voir que les institutions internationales qui doivent accompagner les pays du tiers-monde à se développer et à asseoir leur souveraineté de façon durable et continuelle travaillent à les déstabiliser, pour la simple et bonne raison qu'ils prennent des directions un peu différentes dans l'octroi des différents marchés sur le territoire. Et c'est un peu en cela que le Cameroun est un peu honni aujourd'hui. Vous avez un responsable français qui présageait déjà la déstabilisation du Cameroun. Et est-ce que l'usage de ce drapeau-là dans une chaîne de télévision française à 1 heure de grande écoute ne présage pas un coup foireux que la France a préparé pour le Cameroun, a asséné sur le Cameroun? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser? Mais si moi je dois faire une projection, c'est de dire par exemple que le coup il a raté, le coup il a foiré. Il faille maintenant que la réponse camerounaise ne se fasse pas attendre, parce qu'il faut conforter et rassurer les Camerounais que nous avons une souveraineté que nous sauvegardons. Et c'est en cela qu'il faille appeler nos dirigeants, nos ambassadeurs et nos personnels politiques à s'inviter dans ce schéma de déstabilisation-là pour le contrecarrer. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer quand on aura manifestement constaté la division du Cameroun sous nos yeux, et donc le combat de nos pères fondateurs n'aura été d'aucune utilité. C'est à donner des excuses, a dit qu'il s'excusait, que c'était une manipulation malencontreuse. Pourtant, nous savons que les archives, la base de données à ce niveau-là, elle n'est pas manipulable de la sorte. Est-ce que les excuses de TV5 vous paraissent acceptables? Bon, on ne peut refuser les excuses de quelqu'un. La question est, est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que c'est véritablement des excuses, ou bien c'est juste un communiqué laconique, antidaté, qu'ils nous ont pondu? Et donc, tous ces éléments mis ensemble montrent que c'est un coup idéalement préparé pour 2023. Si on regarde la date, le coup avait été préparé pour 2023, mais sauf que nous sommes en 2024 et le coup a apparu en 2024. Et la CAN a été reportée. Hein? Bien sûr, mais si la CAN a été reportée, donc ça explique encore que le coup a été préparé pour la CAN qui devait se dérouler en 2023. Et donc, TV5 est dans une logique de déstabilisation. Quand on agence les éléments un après l'autre, on se rend bien compte que TV5 travaille non pas pour conforter les intérêts de la France sur le continent, mais pour déstabiliser les États et s'accaparer les richesses de ce territoire-là. Et c'est donc un élément de déstabilisation que la France utilise pour continuer sa mainmise sur le territoire africain. Mais sauf que son communiqué, TV5 utilise le mot méprise, la méprise. Quand on parle de méprise, c'est une faute légèrement, c'est une faute légère, c'est passager. Il n'y a pas lieu de s'offusquer, il n'y a pas lieu de faire un ramdam médiatique. Et donc, TV5, par ce communiqué daté de 2023, nous invite, nous Camerounais, à ne pas s'offusquer, qu'eux, ils ont pris l'initiative de changer notre emblème national. Je me demande s'ils avaient eu l'outrecuidance de le faire avec le drapeau français, de mettre à la place le drapeau corse. Qu'est-ce que la France aurait fait? On voit bien là qu'il y a encore une méprise de la souveraineté des États africains quant à ce que les médias occidentaux travaillent, non pas pour accompagner ces États-là à consolider leur souveraineté, leur indépendance, mais ils veulent véritablement le mettre au pied du mur pour que la mère patrie française continue sa domination sur ces espaces-là. Je m'interroge tout simplement quant à la lecture de ce communiqué qui m'a paru très laconique et demandait même à ne pas susciter quelque réaction que ce soit. Mais sauf que le gouvernement camerounais a aussi émis des communiqués partant de l'ambassade au ministère des Relations extérieures, au ministère de la Communication,
Et donc, on a senti que c'était une communication de concert, puisqu'ils utilisent un vocabulaire quelque peu identique, qui, ma foi, est-ce que me pousse à me permet de me poser la question de savoir est-ce que nos dirigeants sont de concert avec la déstabilisation du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas vous faire bastonner et pleurer au rythme de celui qui vous bastonne. Parce que la France a jugé nécessaire de quand est-ce que le Camerounais doit pleurer. Ce communiqué essaye de donner le tempo, bien que techniquement, ils essayent de venir en réponse à un communiqué que le ministère de la Communication a émis, leur demandant la rectification de la méprise, comme il a le dit. Et donc, est-ce que nos dirigeants éduquent, c'est participatif aussi de l'éducation de la masse, éduquent la masse à respecter les emblèmes institutionnels du Cameroun? Est-ce que nous ne sommes pas là vers la décivilisation du citoyen camerounais qui, au regard de l'État camerounais, ne fera aucunement confiance à cet État-là parce qu'il va se sentir non pas dans la peau de cet État-là, mais plutôt en citoyen libre. En citoyen libre, en citoyen du monde. Il n'appartient non pas au Cameroun, mais à la citoyenneté mondiale. Mais sauf que, administrativement parlant, il faut bien appartenir à un État pour se mouvoir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va revendiquer son appartenance au Cameroun, mais sans toutefois respecter l'État dans lequel il vit. Donc, tous ces éléments-là participent à la décrédibilisation des États, qui, si n'est que le fait n'est qu'un élément utilisé par les médias internationaux pour fragiliser la nationalité des États africains. Quand, je ne sais pas si il y a déjà eu des recherches là-dessus, la hiérarchisation des nationalités. Comment est-ce qu'on produit, on donne la valeur à un passeport? Comment est-ce qu'on donne la valeur à une nationalité? Toutes ces questions-là sont d'une importance capitale et peuvent être regroupées dans cette méprise de TV5 pour montrer que la réaction du gouvernement camerounais montre que la nationalité camerounaise n'a aucunement une importance ou une valeur d'un point de vue international, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont même pas eu l'outrecuidance de convoquer l'ambassadeur français sur le territoire camerounais pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé dans la télévision TV5? Pourquoi est-ce que vous changez notre drapeau sans toutefois nous tenir informés? Il n'y a eu aucune action de revendication de notre identité camerounaise, dans le sens d'éduquer même la masse à faire respecter partout où vous êtes le drapeau camerounais. Et donc le drapeau camerounais qui a été bafoué par les ambassoniens, la naissance de la crise, c'est par du fait qu'ils ont substitué le drapeau camerounais à leur drapeau. Et donc en partant de là, on a enfermé quelques citoyens. Et vous avez des Camerounais à l'Hexagone qui ont dit le drapeau camerounais c'est quoi? Le drapeau camerounais, ce n'est qu'un tissu. Il y a eu des Camerounais qui ont dit. Et donc, si TV5 Monde, aujourd'hui, utilise ce drapeau-là pour parler du Cameroun, cela montre qu'il y a eu une négligence du citoyen camerounais vis-à-vis de son propre drapeau. Est-ce qu'il est en droit de venir maintenant demander, de venir questionner TV5 Monde qui change un tissu de quelques couleurs, on peut dire quelques couleurs, mais cela participe à la négligence que nos institutionnels ont coutume de faire, parce qu'il faut éduquer le citoyen à respecter les institutions. Il faut l'éduquer, il faut l'accompagner à respecter les institutions, à définir qu'est-ce qu'une institution, pourquoi respecter cette institution-là. Si nous sommes à l'Hexagone, on se lève aujourd'hui, on prend le drapeau, je prends l'exemple belge, on le trimballe, je pense qu'on va dormir quelque part. Mais au Cameroun, tu peux te lever, tu te mets devant ta télévision ou bien ton smartphone, tu dis le drapeau camerounais c'est quoi? Ce n'est qu'un tissu, tu mets le feu. Il y a les Camerounais qui brûlent leur passeport. On va parler de ce célèbre artiste camerounais
la hiérarchisation des nationalités, qui a déchiré son passeport camerounais face média. Et donc, tous ces éléments-là participent à décrédibiliser les nationalités et à hiérarchiser les nationalités. J'ai un passeport américain, je suis plus important que toi qui as un passeport camerounais. J'ai un passeport occidental, je suis plus important que toi qui as un passeport. Et donc, ça montre que le citoyen est aussi hiérarchisé par la possession d'une nationalité. Et donc, nous devons revendiquer notre nationalité camerounaise et l'affirmer, bien que TV5 Monde, par sa méprise, essaye de nous changer de nationalité. Cela n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'éducation actionnelle que le gouvernement camerounais doit faire, doit conforter, n'est-ce pas, le citoyen dans sa revendication de cette nationalité-là et l'affirmation de cette nationalité-là. Les Camerounais sur les réseaux sociaux, pour finir, M. Etoga, ont taxé les joueurs camerounais de porter des crinières, des tresses, des coiffures qui les empêchaient de jouer. Mais pourtant, l'on constate que dans l'ensemble des équipes présentes en Coupe d'Afrique, il y a plusieurs footballeurs qui ont adopté des looks typiquement afro. Est-ce que les crinières de nos joueurs ont empêché qu'ils puissent s'épanouir et produire du beau football sur le terrain? Je pense que non. Je pense que non. C'est un élément qui permettrait de faire une analyse comportementale de ces gamins au sein de la tanière. Mais impacté dans leur volume de jeu, je pense que non. Parce que cela voudrait dire qu'il y a eu une analyse dans le code vestimentaire des Lions des années 1960 à nos jours. Prenons 82 déjà. Quel était le code vestimentaire? Est-ce que c'était le style militaire, c'est-à-dire boule rasée, tout le monde tenue unique, tout le monde même style, même code vestimentaire? Cela dégageait une certaine discipline dans le groupe. Est-ce qu'on a perdu cela? À regarder tous ces éléments-là, on peut se rendre à l'évidence que oui, on a perdu de la discipline, on a perdu de la concentration, on a perdu de l'abnégation. La concentration dans la mesure où elle est déportée, on se déconcentre. Cette concentration est plutôt déportée vers des oripeaux qui ne servent pas le groupe. C'est-à-dire on va se concentrer à avoir une belle coiffure parce qu'on va passer à la télévision. On va se concentrer à avoir une tenue plutôt bien vêtue quand on va dans la tanière, mais l'image du groupe est plutôt travaillée plutôt que le contenu de ce groupe-là. Et donc, s'il y a cette analyse-là, on peut arriver à la conclusion que oui, les tresses ont peut-être impacté dans le volume de jeu des Camerounais parce qu'il va falloir se préserver d'un coup de tête pour maintenir sa coiffure à bon escient. Donc, c'est des analyses qu'il faut faire, mais bon, c'est pas véritablement, pour être plus sérieux, c'est pas ça qui a déteint sur le volume du jeu des Lions indomptables. Ils ont été faibles depuis le début de la compétition. Ils nous ont montré qu'ils étaient des touristes, et ce ne sont que des touristes qui peuvent arborer ce genre de tunique. Et donc, on ne va pas se déroger sur les analyses qu'on a fait précédemment, parce que ça colle mieux à la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons été en Côte d'Ivoire comme des touristes, parce que nous sommes arrivés. Là-bas, on a dit, on va d'abord aller dire un bonjour sur la tombe du feu président au Fouet-Boigny. Et donc, il n'y a que des touristes. Puisque la tombe du président, c'est un site touristique. Il faut aller là-bas pour saluer, soi-disant, l'ancêtre qui nous a aidés à avoir notre première Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est du tourisme. Qu'est-ce qu'un Elliott a quoi à voir avec les histoires de 84? Qu'est-ce que ça lui rappelle? Il a quoi à voir là-bas? Ils sont allés visiter la basilique, la plus grande basilique, soi-disant, d'Afrique. Ils sont allés dans des sites touristiques
importants de la Côte d'Ivoire, magnifiés. C'était comme une excursion des élèves du secondaire qui se rendent dans un pays, essayent de découvrir des endroits pour magnifier le développement de cet espace territorial-là. Et donc les Lions sont allés nous narguer, nous, Camerounais, qui sont restés dans notre pays poussiéreux, comme les Ivoiriens aiment le dire, dans notre pays poussiéreux. Ils sont allés nous montrer ce qu'on appelle le développement. Donc, c'était des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et donc, les Lions indomptables, ce n'est pas forcément les cheveux qui leur ont empêché de produire du beau jeu, mais c'était les objectifs qu'on leur a fixés, qu'on a greffés sur les Lions indomptables à cette expédition Cannes 2024, qui, de mon point de vue, doit être analysée. Est-ce qu'ils ont été les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire pour nous montrer les immeubles, les hôtels, les sites touristiques que nous qui sommes restés, on doit avoir une envie de s'y rendre, ou alors ils sont partis pour se donner corps et âme, jouer au football, défendre les couleurs du Cameroun, mais ils vont défendre les couleurs de quel Cameroun? Celui qui a été affiché par TV5 ou les couleurs que nous connaissons tous. Toutes ces questions-là, est-ce qu'ils étaient au courant qu'on va changer le drapeau du Cameroun? Ils ont perdu de la motivation et de l'engagement parce qu'ils ne jouaient plus pour le même pays. Et donc, tous ces éléments mis ensemble, ce n'est pas pour trouver quelques excuses que ce soit, mais c'est pour montrer que cette expédition est lourde d'enseignements. Cette expédition nous aide à comprendre beaucoup de choses qu'il faille, si on est des hommes sérieux, tirer les leçons. Mais quelles sont les leçons à tirer? C'est d'abord que le jeu en lui-même est le produit d'un climat social qui se veut sain. Si je me souviens de la prise de fonction du sélectionneur-manager, il veut un groupe sain d'esprit, où ils font bon vivre. Mais sauf que depuis qu'il a été là, la Coupe du Monde, il y a eu des fiascos. La Coupe d'Afrique, si, malgré la communication bien huilée qu'ils ont voulu nous servir, on se rend à l'évidence qu'il y a eu du fiasco. Il y a eu du rififi. Vous ne pouvez pas avoir un gardien de la carrure de André Onana et vous le mettez sur le banc de touche. Même si le temps de jeu doit être partagé, comme il le dit, il y a quand même un schéma structurel à avoir et une hiérarchie qu'il faut aussi respecter. Vous ne pouvez pas avoir un gardien de Ligue 3, un gardien de Première Ligue, vous le mettez au banc. Et donc, même s'il a été victorieux face à la Gambie, nous, quand on construit un schéma tactique, il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Je crois que si André Onana avait joué face au huitième de finale, je crois que face au Nigeria, le Nigeria aurait reculé d'un cran. Parce que ces relances, dans le dos de la défense, à retrouver des joueurs idéalement seuls, qui peuvent se mouvoir, qui peuvent faire des appels, parce que le gardien a la précision de la passe, aurait permis au Cameroun d'avoir un élément en plus que les Nigérians n'ont pas. Mais les Nigérians devraient contrer. Voilà, devraient compter, mais sauf que moi je m'attendais à avoir un André Onana sur le terrain, mais sauf que le manager sélectionneur et l'ensemble de son staff ont jugé nécessaire de reconduire un Fabrice Ondoa chancelant. Parce qu'il faut dire que c'est comme l'horoscope, c'est un gardien horoscopique. Il est bon aujourd'hui, mais demain, il peut vous fournir une prestation les plus désastreuses possibles. Et donc, ils n'ont pas pris ces éléments-là en compte. Ils ont fait confiance dans la continuité, chose qu'ils ne font pas. Et donc, on n'a que nos yeux pour pleurer. On a pris 2-0. Et c'est à nous de tirer les leçons de cette expédition touristique. Cette expédition d'une équipe en construction, comme ils l'ont dit eux-mêmes, est-ce que cette équipe en construction exactement doit repartir avec des joueurs comme Christopher ou André Onana, ou bien pour vous, Monsieur Etoga, il faudrait repartir avec une feuille blanche? Je crois qu'une feuille blanche serait mieux, parce qu'il faut faire table rase, tabula rasa, comme on dit, de tout ce personnel qui a dans cette équipe nationale et repartir avec des hommes nouveaux
repartir avec des noms nouveaux, que ce soit du championnat local, on doit repartir, construire l'âme du Camerounais, on doit reconstruire l'âme du Camerounais. Le Camerounais n'a plus forcément une âme patriotique, il faut la reconstruire. Et ce n'est pas d'une simple convocation que l'on a cette âme-là, c'est un construit. Et c'est là où je rejoins un peu le coach Rigobert Song, qui dit que le Remblai, ce n'est pas en un jour, c'est un construit. C'est pourquoi je me dis, s'il faut les virer tous, je parle de les virer, il n'y a aucune chance à donner encore à cette équipe-là parce qu'elle n'a pas eu, n'est-ce pas, la bonne alchimie pour créer un groupe humainement bon, comme le projet qui nous avait vendu. En 2 ans, si vous avez la bonne alchimie, vous pouvez... Quand vous parlez de virer, vous parlez de virer le staff technique ou de virer l'ensemble des joueurs qui ont presté lors de cette CAN. Virer tous les joueurs, staff technique, tous ceux qui ont participé à cette CAN. Ces touristes qui sont allés à la CAN en Côte d'Ivoire, ils doivent être virés. Le président, il est élu, il fait son mandat avec son staff technique, tout ce qui est de la FECAFOOT, mais ceux qui sont allés à cette Coupe d'Afrique des Nations doivent être mis de côté. Il y a une émission où nous avons tourné sur ce plateau, où vous accordiez 5 ans supplémentaires à Rigobert Song. Oui, c'est quand je voyais, par exemple, le chemin vers lequel il nous amenait. À ce moment-là, il y avait quelques bribes de résultats possibles dans la durée. Mais sauf que rendu à l'heure actuelle, l'analyse n'est pas forcément figée. Il faut adapter l'analyse avec l'évolution du temps. Quand je me projette aujourd'hui à l'évolution que Rigobert Song nous présente, c'est le fiasco. C'est le fiasco. Le management du personnel qu'il convoque est quelque peu chaotique. Vous ne pouvez pas avoir un Montbagnac sur le banc. Vous jouez face à une défense, je prendrai sénégalaise, ou je prendrai gambienne, je prendrai nigériane. Vous ne pouvez pas avoir un Montbagnac sur le banc et vous ne l'utilisez pas face à des défenseurs qui sont costauds et qui sont aériens, qui sont dans un système de jeu aérien hyper bon. Même si vous mettez un Franck-Marie qui est bon au pied, mais sauf que le ballon n'arrive jamais. Même les milieux de terrain ne font qu'envoyer des ballons aériens à leur avançante. Comment vous pouvez jouer avec un système de jeu qui demande à avoir le ballon au pied? C'est pas possible. Pourtant, vous avez un Montbagnac combatif. À l'image, si on faille se référer à un coach qu'on a eu qui savait utiliser les joueurs qu'il a convoqués, parce que c'était ses joueurs. Vous avez souvenance d'un certain Djip També, qui a joué la Coupe d'Afrique, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2017. Si vous vous souvenez de ce match Cameroun-Sénégal, Djip També avait joué 80 minutes. Les Camerounais se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait au stade? Mais il courait partout. Il courait partout. Il était combatif. Il a essoufflé la défense sénégalaise, qui ne montait pas pour nous presser, parce qu'ils restaient dans leur camp. Mais Rigobert Song, il a un joueur de ce même acabit, il ne l'utilise pas pendant toute la compétition. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce coach, il convoque des joueurs sans toutefois connaître leur potentialité. Et donc moi, rendu à cette évidence-là, qu'il a caché si bien, je ne peux aucunement donner quitus à ce qu'il continue à gérer l'équipe nationale camerounaise. Que non, parce qu'il ne donne pas dans la production de son équipe. Il peut convoquer qui il veut, il a la liberté de le faire. Mais il ne peut pas les utiliser comme il veut. Il faille qu'il nous montre dans l'usage de ces joueurs-là la stratégie tactique et technique qu'il met pour mettre en mal l'équipe adverse. Mais s'il ne le fait pas, il aligne les joueurs pour les aligner, il y a un problème. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, nous donnera la suite de cette analyse. Est-ce que Rigobert Song restera le sélectionneur-manager de l'équipe nationale du Cameroun pour la reconstruction des Lions indomptables, ou
il laissera sa place. L'avenir nous le dira. C'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.